Nous sommes dans le début d'un travail de recherche qui va se focaliser demain sur une prestation assez particulière, mais qui n'est qu'une partie de notre travail de recherche. Nous allons immerger au sein d'un dispositif d'improvisation, d'un groupe de jazz qui va mener des improvisations, des experts et des témoins de différents domaines et de différentes pratiques, et nous allons les questionner sur le lien qu'ils peuvent faire entre l'improvisation dans le jazz et leur pratique professionnelle. Il y a différents objets à cette démarche. Il y a d'abord une recherche ouverte aux autres labos, aux autres écoles, pour avoir des échanges entre différents paradigmes de recherche. Mais il y a aussi une volonté d'accompagner le monde socio-économique. Alors comment l'accompagner ? Eh bien, en observant dans le monde artistique un certain nombre de pratiques. Là, nous allons observer les pratiques de l'improvisation, puis extrapoler vers la créativité et l'innovation à l'aide de méthodes et d'outils que nous souhaitons construire suite à cette recherche. Le fait qu'on puisse imaginer, réfléchir sur le facteur humain, la gestion de l'émotion dans le cadre d'une impro, ça me renvoie à mon métier. Je vais commencer par vous dire que là, ce matin, j'ai assisté à cette mise en scène, j'ai envie de dire, de l'impro. L'émotion passe par l'instrument, l'usage de l'instrument par l'humain. On a bien conscience aussi que la voix transporte de l'émotion et qu'en plus, cette émotion est confirmée par une gestuelle corporelle. Et c'est vrai que cet ensemble d'émotions qui émanent d'une impro, si moi je la transfère dans mon activité professionnelle, donc le développement personnel à caractère professionnel, quand je travaille en entreprise et que je travaille sur le fonctionnement de l'humain, tout passe par la gestion de l'émotion. Et on se rend bien compte dans la manifestation de ce matin que nous sommes l'essence même d'un tissu émotionnel. Et on se rend bien compte justement par rapport à ce qu'on ressent ce matin, qu'on doit surtout davantage intégrer cette dimension dans tous les référentiels qui aujourd'hui effectivement sont à caractère professionnel. Alors ce qui était intéressant, c'était la communication entre les musiciens, notamment la communication verbale, c'est plus classique, mais aussi corporelle, sur les gestes, les clins d'œil, les regards. En rugby, on appelle ça le perceptif décisionnel, c'est-à-dire la possibilité de voir et de prendre une décision. L'objectif de l'entraîneur, c'est d'amener les joueurs à être capables d'avoir une vraie réflexion pour prendre la bonne décision liée à ce que vont faire les adversaires et à créer donc justement, ce que je disais tout à l'heure, une certaine incertitude due à une improvisation et à sortir un petit peu du cadre quelquefois. Vous avez aujourd'hui des joueurs comme Vakatawa ou Teddy Thomas, qui sont deux joueurs de l'équipe de France de rugby, qui sont capables à tout moment de sortir des gestes qui sortent du cadre, mais qui créent un décalage. En rugby, on appelle ça un créateur, quelque chose qui est capable, un joueur qui est exceptionnel et qui est capable d'amener autre chose qu'un joueur classique. Keith Jarrett décrit assez bien ça. Il dit, en tant qu'improvisateur, il y a trois instances en moi. Il y a l'instrumentiste, celui qui sait techniquement jouer de son instrument. Il y a le compositeur, c'est-à-dire celui qui a des idées, qui a un goût, qui se dit ça j'aime pas, qui peut avoir des intentions. Et puis il y a l'improvisateur. L'improvisateur, c'est vraiment instinctif. Il est là, son job c'est d'être là, présent, de tout capter et d'aller mobiliser le compositeur en disant « Qu'est-ce que tu as comme idée là, dans cet instant qu'on pourrait jouer qui serait sympa ?» Et alors le compositeur dit « Ouais, j'aimerais bien qu'on fasse une phrase qui soit comme ça, ça irait bien. » Et puis il faut recruter aussi le technicien, c'est-à-dire l'instrumentiste, qui lui doit dire « Ah, mais le doigté, parce qu'en fait, sur une partition écrite, je peux exercer mes doigtés, je sais comment je vais jouer.
Mais dans l'instant de l'improvisation, il faut que je trouve une solution instantanée. Et effectivement, donc on a une référence commune. Si on joue ensemble, c'est d'abord parce qu'on a une vision partagée de la musique. Parce qu'effectivement, sinon ça ne peut pas vraiment fonctionner. Il faut qu'on soit d'accord sur un certain nombre de critères esthétiques qu'en général on n'échange pas dans la musique. Dans l'entreprise, il faudrait les expliciter. Mais la vision partagée, c'est essentiel, d'avoir une vision partagée. Parce que ça ouvre. Il y a deux choses qui sont essentielles. C'est une vision partagée, trois choses. Des références communes, c'est-à-dire qu'on va jouer dans la même tonalité, c'est préférable, au même tempo, à peu près la même grille d'accords. Donc ça, c'est notre canevas, nos conventions, on va dire nos conventions collectives. Et puis ensuite, il y a le cadre. Il faut qu'on soit en sécurité. On imagine que de nouveau, c'est-à-dire qu'on est en train de faire deux choses en même temps. On travaille sur nous individuellement pour essayer de perfectionner ce qu'on fait et après ça, amener ça dans un contexte où on est en train d'établir des relations musicales entre nous et des autres. C'est jamais routine et c'est routine en même temps. C'est-à-dire routine chez moi ou des gammes, des trucs que je fais tous les jours comme ça parce que je suis obligé, parce que c'est jamais assez bien. Amène tout ça sur scène pour partager ça avec des autres. Et aussi, l'histoire de routine, c'est quelque chose qu'on cherche dans les autres. C'est-à-dire qu'est-ce que vous avez fait pour amener ces musiques à vous, à moi, comment est-ce qu'on partage ça? On prend juste les 4 dernières mesures. On prend les 4 dernières mesures ensemble. Oui, bon, on prend il faut qu'on... Just an old sweet song. Keeps Georgia. Then C. And then... No. C. The rest of C. 2, 3, 4, and then me. C'est le même turnaround. Mais tu dis double, en fait. Oh, on double, c'est ouais, c'est... D'accord, ok. On fait une fois. Même chose, 2, 1. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Just an old sweet song keeps Georgia. C'est vrai que dans un premier temps, on se demande ce qu'on vient faire dans une telle réunion, mais en écoutant effectivement les musiciens de jazz dans leur improvisation et dans leur structuration en groupe, eh bien, ça rappelle tout à fait ce qu'on peut faire au quotidien, par exemple dans un service de réanimation, autour d'un patient ou lors d'une opération pour ce qui est des chirurgiens. Alors l'improvisation, je pense, a une vertu créative, tout simplement parce que si on fait la transposition par rapport à ce que j'ai entendu tout à l'heure du groupe de jazz, on voit très bien que d'abord il y a ce fameux travail en groupe, on est à plusieurs autour d'une même idée, autour par exemple d'une phrase musicale, comme on a pu l'entendre tout à l'heure. Et nous, dans le milieu médical, on a nos bases aussi, on a tout ce qu'on sait en médecine et tout ce qu'on va appliquer pour une pathologie donnée. Et lorsqu'on est autour d'un patient, c'est sûr que dans un premier temps, on va appliquer ce qu'on a appris, les bases de notre connaissance, la phrase musicale, on va dire, que l'on retrouve dans ce groupe de jazz, mais à partir d'un certain moment, eh bien, on sort de nos connaissances et on est obligé d'improviser en fonction de ce qu'on a, puisqu'en fait, on soigne un patient, on ne soigne pas, on va dire, une maladie, et ce patient-là, il est très particulier, c'est-à-dire qu'il a... par exemple, du diabète, de l'hypertension, une obésité, que n'aura pas peut-être un autre patient. Et donc, on devra tenir compte de ces différents éléments pour pouvoir traiter le patient correctement. Donc, l'improvisation fait entièrement partie de notre quotidien lors de la prise en charge de nos patients.
L'UTC, depuis très longtemps, s'est interrogé sur la formation de l'ingénieur et notamment en ancrant cette formation avec le monde des sciences humaines et sociales. Et donc, vous voyez bien que déjà, l'ingénieur UTC a cette double compétence, les sciences pour l'ingénieur, les sciences humaines et sociales dans sa formation. C'est ce que souhaitait Guy Danielou quand il a dit « Je veux des ingénieurs avec une tête bien faite ». Et on continue sur ce champ-là, on essaye de l'aborder différemment, l'instrumenter différemment, mais notre objectif, c'est bien ça, on ne forme pas des technologues qui gèrent juste des technologies, mais on forme des êtres humains, et un être humain, il a des émotions, il a des sensibilités, il doit être capable d'interagir avec les autres, et ça fait aussi partie de la formation de l'ingénieur. Ça fait partie de notre ADN. On pense l'ingénieur de cette manière-là, on pense que l'ingénieur du futur, c'est quelqu'un qui gère de la complexité, et pour gérer de la complexité, on ne peut pas la traiter que par un seul champ ou un seul prisme. Il faut avoir une ouverture, mais on revient à la science du siècle des Lumières, c'est-à-dire que finalement les scientifiques à cette époque-là avaient un champ de compétences assez étendu qui a été un tout petit peu cloisonné dans les années qui ont suivi, avec Auguste Comte notamment. Et là, l'objectif, c'est de réouvrir et de recroiser les sciences parce que c'est comme ça qu'on envisagera un futur tout à fait différent. Meu amor é no sol. Ninguém